Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique et Économie. Aujourd'hui, en compagnie d'un habitué, Philippe Murer. Bonjour monsieur. Bonjour. Philippe Murer, économiste, vous avez travaillé à la BNP et chez Natixis. Vous avez publié une note pour la fondation Res Publica intitulée « Les scénarios de dissolution de l'euro » avec l'économiste Jacques Sapir, qu'on a d'ailleurs déjà reçu ici, et Cédric Durand, ainsi que cet ouvrage dont on avait déjà parlé ensemble, « Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant ». Votre dernier ouvrage en date, publié chez Jean-Cyril Godefroy, « Sortir du capitalisme ». Du désastre, justement, de nouveau préfacé par Jacques Sapir. On va commencer tout de suite. Philippe Murer, est-ce que vous pouvez nous définir la doctrine ultralibérale, puisque vous en parlez tout au long de votre ouvrage, et expliquer ce qui la différencie, cette doctrine, du libéralisme dit classique? Tout à fait. Alors, le libéralisme économique, sa définition, c'est une doctrine qui privilégie la liberté économique. Donc, avec l'hypothèse que l'intérêt, quand on poursuit son intérêt individuel, ça permet d'assurer l'intérêt général. Mais il y a des exceptions au libéralisme économique. Les salariés doivent être un peu protégés par un certain droit du travail. Il y a aussi des services publics de base, d'instruction, de santé publique, qui doivent être publics. Voilà, donc il y a des exceptions à cette doctrine. Alors que l'ultralibéralisme, c'est une doctrine où, en fait, du libéralisme économique radicalisé, chimiquement pur, c'est pour ça que je l'appelle ultra. Il y a des gens qui l'appellent néolibéralisme, mais je trouve que le terme est moins clair et trompe un peu. Donc radicalisé, chimiquement pur, sans frein et sans contrainte. C'est-à-dire que c'est la liberté économique qui est le primat absolu. Voilà. Mépris de tout ce qui n'est pas argent et matériel, dites-vous, favorable tout le temps aux dominants, opposés de l'économie de marché régulée et planifiée comme ce qui avait été le cas sous le général de Gaulle. Et si je me permets, c'est sans articulation avec... D'accord, la liberté économique, c'est important et ça doit être quelque chose qui existe, mais il faut des articulations avec les autres valeurs et principes humains. Ça veut dire que les gens aient un minimum de vie décent, qu'il y ait un minimum d'égalité pour avoir une cohésion de la nation, qu'il y ait parfois l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt général qui soit pris en compte, le bien commun. Voilà, il y a toute une articulation qui doit se faire, et là, il n'y a pas d'articulation, c'est une liberté partout, donc c'est finalement le marché qui s'installe partout et en tout domaine. Pourquoi cette doctrine ultralibérale réussit-elle mieux, dans un premier temps, dites-vous, aux pays anglo-saxons qu'aux pays de l'Europe latine, comme la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal? Alors, effectivement, il faut être honnête. Je veux dire, quand Margaret Thatcher arrive au pouvoir et Premier ministre britannique. Premier ministre et installe l'ultralibéralisme au pouvoir au Royaume-Uni à partir de 1979. Il faut savoir que le Royaume-Uni est l'homme malade de l'Europe à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est le pays le moins dynamique d'Europe. C'est un pays qui a dû faire appel au Fonds monétaire international pour se faire prêter 4 milliards de dollars en 1976. Et ça a été une humiliation nationale pour les Anglais. Et c'est un pays qui est bloqué, en fait. Parce que probablement, moi c'est mon explication, il y en a d'autres, mais il y a une explication, c'est qu'il est dirigé d'une façon trop sociale pour un pays, le Royaume-Uni, qui est un pays essentiellement une terre de liberté. Vous voyez, la devise du Royaume-Uni n'est pas comme celle de la France, où la liberté s'articule avec l'égalité et la fraternité. Donc, Thatcher, en fait, même si elle est d'une énorme brutalité, et que je n'aime pas le personnage, c'est la dame de fer, cependant, Margaret Thatcher introduit une liberté économique très forte, là où le Royaume-Uni a besoin de liberté économique, justement. Et donc, clairement, il faut regarder les faits. Elle permet de redresser le pays. Elle permet que la croissance économique revienne un peu au Royaume-Uni, qui passe d'un pays des moins dynamiques à un pays parmi les plus dynamiques de l'Europe. Parce que cette idéologie leur va mieux. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite pour eux. D'ailleurs, Boris Johnson est en train de revenir là-dessus. Mais en tout cas, cette idéologie convient beaucoup mieux aux anglo-saxons qu'elle ne convient aux Français. Vous le dites, pareillement, aux États-Unis, sous Reagan, le chômage était à 7% en 1980. 2 ans plus tard, il monte à 10%, puis redescend en dessous du taux de départ. Il est à 6%. Donc, on voit que ça leur convient. Néanmoins, au bout d'un moment, l'ultralibéralisme, ces pays anglo-saxons finissent par
en souffrir. En souffrir aussi, tout à fait. Parce qu'en fait, ça leur convient. En tout cas, ça convient en termes de croissance économique au début sur les mandats de Reagan. Cependant, il y a une épidémie d'obésité, il y a plein de problèmes dans la société qui se développent quand même. Cependant, ce qu'on voit en termes de résultats économiques, puisque l'ultralibéralisme, les ultralibéraux nous disent « Ok, c'est injuste socialement, mais c'est efficace économiquement ». Et qu'est-ce qu'on voit? Et c'est ce que je montre dans le livre, où il y a tout un tas de graphiques sur 60 ans qui montrent l'évolution des principales grandeurs économiques dans tous les pays occidentaux, les grands pays. En fait, c'est que le taux de croissance, en fait, qui était de 4% à peu près dans tous les pays occidentaux dans les années 60-70, baisse à 3, 2 et 1%. Donc partout, il y a une baisse. Les 30 dernières années. Sur les 30 dernières années. Donc on a une baisse de la croissance fondamentale partout. Avec l'installation de cet ultralibéralisme. Exactement. Donc c'est inefficace socialement. Et un pays, les Français disent toujours, mais la France, c'est le pays où ça va le plus mal. Mais pas du tout. Regardez l'Italie, par exemple. L'Italie, on est en récession de 2006 à 2019. Avant le Covid, on a une baisse de 3% du PIB, de 7% du PIB par habitant en Italie. Donc là, vraiment, on a une déroute économique. Voilà, donc tous les pays sont affectés de façon un petit peu inégale, mais toute la croissance baisse partout. Et le chômage augmente, on parle du plein emploi aux États-Unis qui tourne autour de 4%, mais vous rappelez dans votre ouvrage qu'il y a des millions, des centaines de milliers d'Américains qui sont sortis du système et dont on n'entend plus parler, qui n'ont même plus accès à l'aide sociale ou qui n'ont même plus de boîte postale. Oui, il y a plein d'Américains, effectivement, qui ne sont ni n'ont un emploi, ni sont considérés au chômage. On est, je crois, autour de 110 millions de personnes en âge de travailler. Alors, il y en a une partie, bien entendu, c'est des femmes au foyer, par exemple, ou peut-être des hommes au foyer, soyons modernes, qui restent chez eux, et de façon volontaire pour élever des enfants. Mais je pense qu'il y a une grande partie aussi qui sont des gens qui ne sont pas comptés comme chômeurs et qui n'ont pas d'emploi aussi. Vous dites que cet ultralibéralisme ne réussit pas aux pays tels que le nôtre, les pays latins. Néanmoins, vous reconnaissez que les entreprises françaises ont vu leurs résultats augmenter très fortement avec l'arrivée de cette doctrine. Ah oui, les résultats, quand vous regardez, c'est accessible, les résultats de l'ensemble des entreprises françaises dans les comptes, la comptabilité de l'INSEE, qui fait une comptabilité de l'ensemble des entreprises françaises, l'ensemble des bilans. Et donc on voit que ça fait exploser les résultats nets des entreprises. Par contre, ça ne fait pas augmenter l'investissement, bien au contraire. La croissance de l'investissement baisse et donc il n'y a pas cette promesse de dire les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain. Tout simplement parce que les entreprises investissent quand il y a de la demande. Or, l'ultralibéralisme empêche la demande. Et donc, à partir de ce moment-là, empêche l'investissement des entreprises. En fait, il y a tout un tas de fables. Mais pourquoi on a ce problème de croissance? C'est peut-être important de le préciser. Il y a une panne de croissance partout. Tout simplement parce que la clé de la prospérité, c'est l'industrie. Très clairement. Je montre un graphique de Claude Sicard, qui est un économiste industriel qui a trouvé ce graphique passionnant. Quand vous regardez la production industrielle par habitant et le PIB par habitant, vous voyez que c'est une droite. C'est-à-dire que pour avoir de la prospérité, en fait, il faut avoir une très forte industrie. Le pays qui a la plus forte industrie au monde dans les pays de taille correcte, c'est la Suisse. Le secteur tertiaire n'influe pas? Non. Vous êtes bien payé dans le secteur tertiaire quand il y a une industrie forte. Parce qu'en fait, c'est dans l'industrie qu'il y a des gains de productivité. Et ces gains de productivité sont redistribués à l'ensemble d'un pays. C'est pour ça qu'un avocat en Suisse sera payé, parce qu'il y a beaucoup d'industries, sera payé 2 fois mieux qu'un avocat en France et 10 fois mieux que dans un pays du tiers-monde. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la Suisse a 2 fois plus d'industrie que la France par habitant, et donc a un PIB par habitant 2 fois plus grand. La France est en dessous. Vous avez l'Allemagne, le Japon qui sont un petit peu au-dessus parce qu'ils ont plus d'industrie. Et tout en bas, vous avez l'Inde, le Brésil et tous les pays émergents ou du tiers-monde, les pays les plus pauvres qui n'ont pas d'industrie. Donc c'est la clé de la prospérité et c'est là l'erreur totale du libéralisme et de l'ultralibéralisme, c'est que c'est la liberté économique partout, y compris avec l'étranger. Donc on doit faire du libre-échange, même si ça nous coûte, avec des pays à bas salaire avec les délocalisations d'industrie et donc une destruction de notre industrie et à terme de notre économie. Et c'est là on voit qu'on a un problème avec nos gouvernements. Ils nous ont promis un monde sans usine, une France sans usine. Une France sans usine, c'est une France sans prospérité. Vous évoquez les mensonges de l'ultralibéralisme, la propagande de l'ultralibéralisme. Alors, parmi ces mantras, c'est le chômage n'est pas très élevé et assez stable. Alors, vous évoquez le chômage au premier trimestre 2021 calculé par l'INSEE, taux de chômage à 8,1. Vous dites qu'il est supérieur
à 20, on n'est pas du tout dans un taux de chômage, comme on dit, pas très élevé. Vous C'est clair. Alors ça, c'est un mensonge énorme. C'est-à-dire que l'INSEE, et d'ailleurs c'est un mensonge qu'a repris le président Macron, le candidat Macron à l'élection présidentielle, en disant « le chômage n'augmente pas depuis 1993 ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'INSEE, en fait, ce n'est pas une statistique du chômage qu'elle sort. C'est un sondage qu'elle fait avec plein de questions qui lui arrivent à dire si vous êtes au chômage ou pas. Et c'est un interview qui prend du temps. L'INSEE nous dit qu'il y a 8% de chômeurs en France. C'est à peu près ce qu'elle nous dit régulièrement. Il y a 25 millions de salariés, ça veut dire qu'il y aurait 2 millions de chômeurs. Problème, vous regardez Pôle emploi, qui vérifie pourtant les gens qui sont au chômage et qui les indemnise, et qui vérifie leur situation quoi qu'il arrive, vous dit qu'il y a 3,5 millions à 4 millions de personnes à Pôle emploi, juste en catégorie A. Donc vous voyez que ce chiffre est faux. Ce chiffre est absurde. Vous avez 2 millions, l'INSEE vous annonce 2 millions, vous avez déjà presque 4 millions de personnes en catégorie A. Quand vous regardez toutes les catégories, parce qu'évidemment l'État, pour embrouiller les pistes, a éclaté le chômage en plein de catégories, pour que les gens s'y perdent, et en catégorie A, B, C, D, qui sont des gens au chômage ou au quasi-chômage, vous avez 6,5 millions de personnes. Vous avez 2 millions de personnes en plus au RSA, dont une grande partie, je pense, voudrait travailler, parce que le RSA, c'est agréable, mais c'est 500 € par mois. Chômage masqué, C'est un chômage masqué, 500 € par mois, vous faites quoi ? Vous devez vous nourrir, vous loger, etc. Peut-être qu'il y a quelques personnes qui profitent du RSA, mais la grande majorité préfère avoir un travail payé. Donc on voit qu'on a une masse selon qu'on prend les gens du RSA ou pas en chômeurs, entre 20 et 30% de chômage, alors que l'INSEE nous annonce 8%, qui est un sondage, et qui est un énorme mensonge. Mais c'est normal, les politiques ne veulent pas reconnaître l'échec total de la situation au niveau du chômage, qui montre l'échec total de leur politique. Autre mantra de l'ultralibéralisme que vous formulez, le système de protection sociale coûte trop cher et empêche d'embaucher. Mettons, on est quand même à 31% du PIB aujourd'hui, le coût de la protection sociale. On est champion du monde, c'est quand même pas trop. Alors, oui, c'est trop, mais alors on va débrouiller ça. Première chose, quand on parle de 31% du PIB, c'est en prenant en compte toutes les aides sociales. Alors, le principal, c'est quoi ? C'est la santé publique et les retraites. Ça coûte 600 milliards d'euros. Alors effectivement, si on ne veut pas de santé publique de sa naissance à sa mort, si on ne veut pas de retraite de 60 ans à 80 ans en moyenne, peut-être, c'est à peu près ça, eh bien effectivement, on n'aura pas de dépenses sociales, vous comprenez ? Mais ça, c'est 600 milliards d'euros. L'essentiel, c'est la santé publique. La deuxième chose... Moi, je suis pour des impôts minimums, je n'aime pas payer des impôts. La deuxième chose, c'est que ce système ayant créé un taux de chômage gigantesque, il y a deux choix pour un gouvernement. Soit laisser mourir les gens dans la rue, à moins qu'ils aient une famille pour les aider, soit, en fait, les aider et donner des allocations chômage. Donc, c'est pour ça que ce système coûte cher. C'est parce qu'on a détruit la richesse, parce que les gens, en fait, ne peuvent pas apporter leur contribution à la nation, qu'en fait, on se retrouve avec des coûts d'un système social complètement gigantesque, quoi. Donc, il ne faut pas inverser les choses. D'ailleurs, le coût du système de protection sociale, en fait, de la sécurité sociale, il n'a pas tellement évolué, c'est ce que je montre dans le livre, depuis 40 ans. Or, en 1975, on avait 500 000 chômeurs avec une protection sociale par les sécu qui était à peu près le même coût qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a 6,5 millions de personnes à Pôle emploi. Donc on voit que ce n'est pas le déterminant majeur. Après, ce n'est pas une bonne chose d'avoir un système qui coûte cher. Mais pour cela, il faut créer de l'emploi, il faut mettre les gens au travail. Et c'est une politique économique qui favorise ça, qui permettra de régler ce problème. Autre mantra que j'aimerais que l'on évoque et que vous formulez, le libre-échange, c'est la prospérité. Alors, les libéraux, comme Charles Gave, que l'on a déjà reçu ici, vous diront que la pauvreté a reculé dans le monde depuis 40 ans. Est-ce que, Philippe Murer, tout est à jeter dans le libre-échange ? Alors, le libre-échange avec les pays à bas salaire, ça détruit l'industrie dans les pays occidentaux et ça détruit notre prospérité. Donc, très clairement, le libre-échange, ce n'est pas la prospérité. Est-ce que le libre-échange est en train de développer l'Afrique, par exemple ? Certainement pas. Parce que, qu'est-ce qu'il se passe ? Soit ce sont des produits européens qui arrivent en Afrique, soit ce sont des produits chinois qui arrivent en Afrique. Donc tout ça ne va pas créer un développement non plus, quoi. Donc, après, est-ce qu'il faut se ruiner pour que les Chinois s'enrichissent ? Je pense que c'est quand même une mentalité de pigeon.
d'être là-dedans. Est-ce qu'on pourrait envisager un libre-échange comme le préconisait notre seul prix Nobel d'économie Maurice Allais, un libre-échange entre des pays économiquement homogènes? Oui, un libre-échange entre des pays à haut salaire et homogènes, ça peut tout à fait s'envisager, avec quand même quelques protections. Parfois, si les pays le souhaitent pour développer une industrie naissante, c'est tout à fait possible. Tout à fait. Le problème qu'on a, c'est qu'on a non seulement le libre-échange qui nous tue, mais en plus qu'en France, on a l'euro, qui fait que chaque entreprise française qui veut exporter, exporte avec une monnaie aussi forte que le marque, c'est-à-dire 20% au-dessus de ton prix. Bien entendu, si les exportations coûtent 20% trop cher à cause d'une monnaie qui est 20% trop chère, évidemment que ça empêche nos exportateurs d'exporter. Ça les gêne énormément et on retrouve tout ça dans le déficit commercial de la France, mais qui est aussi partagé par les États-Unis, l'Angleterre et tout un tas de pays. Dernier mantra, Philippe Murer, rapidement. Oui. La France est un enfer fiscal. Il y a, rappelons-le, vous le précisez dans votre ouvrage, 45% de prélèvements obligatoires. Mais pourquoi les riches quittent le territoire, grosso modo, depuis l'élection de François Mitterrand en 1981 ? Bon, les riches quittent le territoire, oui, mais il n'y en a pas tant que ça qui quittent le territoire. Hein, je veux dire, là-dessus, il y en a effectivement, bien parce qu'ils sont plus intéressés par le niveau de leurs impôts que par leur qualité de vie ou l'attachement à leur pays. Ça, on ne peut pas grand-chose pour eux à ce niveau-là. Vous savez, moi, j'ai très bien gagné ma vie aussi à une époque. Je payais des impôts, ça ne me faisait pas plaisir, mais je veux dire, je n'ai pas pour autant quitté le pays. Alors, première chose, la France est un enfer fiscal. Et c'est pour ça qu'on n'aurait pas de croissance. C'est ce que nous répètent les propagandistes dans les médias. Sauf que le problème, c'est que tous les autres grands pays occidentaux, première chose, n'ont pas plus de croissance que nous. Il y en a même moins en Italie. Donc, ce n'est pas lié au problème fiscal. Deuxième chose, oui, la France a toujours eu un taux de prélèvement obligatoire un petit peu plus élevé qu'ailleurs. Je montre une courbe là-dessus. On a toujours eu, parce qu'on avait une protection sociale aussi par la santé publique et des retraites qui étaient plus élevées qu'ailleurs, qu'aux États-Unis, qu'au Royaume-Uni, etc. Donc c'était logique. Et ça ne nous a pas empêchés de croître. Après, aujourd'hui, on est dans un problème, c'est-à-dire comme on a détruit effectivement beaucoup d'emplois, eh bien, on se retrouve avec un système de protection sociale qui coûte effectivement trop cher. Mais c'est en fait de la faute des ultralibéraux qu'on soit là-dedans. Mettez ces 25% de chômeurs au travail avec une politique économique adaptée, vous allez baisser de 25% vos cotisations sociales. Voilà. Mais ce n'est pas le problème principal, même si ça commence à le devenir, parce qu'on n'a pas assez d'emplois et donc que ça coûte cher, effectivement, en termes sociaux. Philippe Murer, je vous propose de faire tout de suite une pause. On va revenir dans un instant. Avec plaisir. Grande responsable de la diffusion de cette doctrine ultra-libérale, c'est l'Union européenne. Philippe Murer, comment est-ce qu'elle a diffusé cette doctrine ? Alors déjà, comment ça s'est passé ? En fait, Mitterrand, après son programme de relance qui était un peu raté pour différentes raisons, en 1983 décide de tout miser sur l'Union européenne. Ça part quand même notamment de là. Et avec, grosso modo, la France est notre passé, l'Union européenne est notre avenir. Or, l'Union européenne était complètement bloquée sur le plan politique pour faire une Europe par la politique. Donc, qu'est-ce qui est décidé au sein de l'Union européenne et qui est défendu à fond par Jacques Delors, nommé par Mitterrand, c'est de dire, eh bien, on va passer par une Europe des marchés. Président de la Commission européenne. Ouais. Exactement, président de la Commission européenne. On va passer, donc on ne peut pas faire d'Europe politique parce que tout est bloqué et que les peuples ne veulent pas donner la souveraineté à l'Union européenne, ne veulent pas être dirigés par des dirigeants européens. Donc on va faire une Europe des marchés. Donc à partir de ce moment-là, il y a les premières décisions qui sont prises, le marché unique, les 4 libertés de circulation, c'est-à-dire qu'on passe par le marché. Les 4 libertés de circulation, c'est liberté de circulation des services et des marchandises, donc on fait un grand marché européen. Liberté de circulation des personnes, donc on va avoir le travail détaché qui va arriver forcément, et les problèmes d'immigration, et liberté de circulation des capitaux. Et donc on aura en plus, avec le marché des capitaux, les problèmes d'évasion fiscale vers le Luxembourg, et les problèmes de délocalisation d'usines qui arrivent. Après ça, l'Union européenne met en place, ils continuent dans cette histoire de marché, ils mettent l'euro qui est la monnaie unique pour le marché unique, un marché complètement plat, sans frontières, où il n'y a aucun problème pour exporter, pour importer au maximum, et le maximum de concurrence. Et puis l'Union européenne, en plus,
va vers les services publics doivent être démantelés pour faire des marchés européens. C'est ce qui s'est passé avec la Poste, c'est ce qui s'est passé avec EDF, avec l'électricité, avec le gaz. Voilà, tout doit être démantelé pour passer au marché européen. Donc voilà comment l'Union européenne, et puis bien entendu l'Union européenne passe au libre-échange total, non seulement à l'intérieur de l'Union européenne, mais avec le monde entier. Coralie Delhomme disait que c'était la courroie de c'était une petite mondialisation de l'Union européenne et la courroie de transmission de la grande mondialisation. C'est une belle formule. Et il demande de tout déréglementer, le travail, etc. Dans les GOP. Moins d'État, pas d'intervention de l'État. Inflation basse. Ouais, pas d'intervention de l'État pour l'industrie, donc plus d'État stratège et de planification. Lutte contre l'inflation avant tout, donc pour les rentiers et contre les classes populaires et moyennes. Voilà comment, en fait, l'Union européenne, c'est une entité supranationale, en fait, qui impose l'ultralibéralisme à tous les pays membres, et il est impossible de s'en extraire, parce qu'on sait que si on veut changer les traités qui nous imposent ça, il faut l'unanimité, et on n'arrive même pas... je vais vous le montrer de façon pragmatique. On n'arrive même pas à changer quelque chose qui est complètement scandaleux, c'est-à-dire que l'argent des impôts des Français sert à payer de la commande publique qui peut être française, allemande, mais aussi chinoise. Il y a des appels d'offres globaux. En fait, on ne peut pas protéger notre commande publique qui est payée avec les impôts des Français pour favoriser l'emploi et les entrepreneurs français. Résultat, l'euro... Et ça, on n'arrive pas à le changer. Ça fait 15 ans qu'on entend les hommes politiques dire non, on va le changer, mais même ça, une simple directive comme ça, on n'arrive pas à le changer. Résultat, on a un euro trop cher de 7% pour la France, vous l'expliquez, et un euro trop bas pour l'Allemagne de 17%. Donc voilà. La solution pour la France, ça passerait par quoi ? Alors la solution pour la France, déjà, pour redresser l'industrie, forcément, il faut sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, ce qui est extrêmement simple, contrairement à tous les messages de peur qui sont envoyés. C'est quelque chose de très simple de changer de monnaie, quoi. Tout est prévu, ça peut se faire en 2 semaines, quoi. Parce que, voilà, il suffit de dénominer vos comptes bancaires 1 euro égale 1 franc. Donc vous aviez 2000 euros sur votre compte, vous avez 2000 francs. Vous aviez 2000 euros de dette, vous avez 2000 francs de dette. Vos loyers, vos salaires, rien ne change, rien ne bouge, quoi. C'est extrêmement simple. Pas d'explosion de la dette comme on l'entend partout, de 30%. Non, absolument pas. Toute la dette française est changée en dette en francs. Si vous avez une dette en euros, ça devient une dette en francs. De la même manière. Vous soyez Lex Monetae. Par la Lex Monetae. Et c'est exactement d'ailleurs, si vous vous rappelez, ce qui s'est passé quand on est passé du franc à l'euro. Rien n'a changé. Votre niveau de dette n'a pas changé, votre salaire n'a pas changé, rien n'a changé. C'est exactement la même chose qui se passe. Sauf un peu le pouvoir d'achat. Mais ça, c'est parce qu'on avait changé de repère. C'est-à-dire qu'il faut garder 1 euro égale 1 franc. Ouais. Si on dit... on a tout augmenté à l'arrondi supérieur. Mais bon. Exactement, parce qu'on a mis 1 euro égale 6,70, je crois que c'était, francs. Et donc, c'était très compliqué. Tous les gens ont perdu leur repère. Il faut garder 1 euro égale 1 franc. Il y a quand même eu quelques suicides de Français entre le passage du franc et de l'euro. Enfin bon. Quelques suicides de Français, ouais. Enfin, moi, j'ai quelqu'un qui m'avait dit, voilà, mon père, il a perdu son entreprise à cause du passage du franc à l'euro. Enfin, bon, ça, c'est peut-être des cas isolés. Est-ce qu'on peut dire, autre question, Philippe Meurer, que l'économie française est ultra-libérale? On nous a présenté le candidat Macron en 2017 comme étant un candidat ultra-libéral. Rappelons qu'on a une dépense publique à 57% du PIB. Elle est montée à plus de 60% avec le Covid-19 pour aider les entreprises externes. Alors, d'abord, l'ultralibéralisme, c'est quoi ? Puisque c'est la liberté économique avant tout. C'est quoi ? C'est de dire... Et qu'est-ce qui s'est passé en France depuis 40 ans ? On avait beaucoup de services publics, on nous a demandé de casser nos services publics. Santé publique, avec l'austérité, l'éducation aussi, avec l'austérité vis-à-vis des professeurs, mais d'autres sujets aussi, les retraites dont l'âge recule sans cesse. On nous a demandé aussi que les entreprises publiques qui assuraient un service de qualité pas cher comme EDF soient concurrencées et soient privatisées. La SNCF, ça fait exploser les prix. On nous a demandé de déréglementer. Aussi, déréglementation, et ça c'est un des principes de l'ultralibéralisme, c'est-à-dire que la finance devient maître de l'économie. On a fait aussi du libre-échange qui a entraîné des délocalisations. On a cassé le droit du travail sans arrêt. Il faut savoir qu'il y a 40 ans, il n'y avait que des CDI. Maintenant, il y a des CDD, de l'intérim, des CDD courts à 1 mois, des auto-entrepreneurs. Tout ça a été atomisé. Et le travail est devenu un marché comme un autre, en fait. On nous parle de marché du travail, comme si les hommes étaient des objets comme un autre qu'on s'échange. Non, il y a quand même une particularité. On a baissé les impôts pour les plus riches. Aussi, il faut savoir que le taux d'impôt sur les revenus était en 1980 de 64%.
juste avant Mitterrand. Et dans les années 70, 60 aussi, pour les plus riches. Ils sont passés à 45%. Le taux d'impôt sur les sociétés était à 50% en France. Il est passé à 28%. Donc il y a eu quand même des baisses d'impôts là-dessus, notamment pour les plus riches. Alors ensuite, vous me dites, maintenant, oui, mais il y a eu tout ça qui s'est passé, mais cependant, il y a un taux de prélèvement obligatoire qui est en fait de 45% en France. Effectivement, c'est la concession, en fait. Pourquoi ? Parce que le filet de protection sociale, c'est la concession à la France, pays de liberté, mais aussi d'égalité, de fraternité, la concession à la France de l'ultralibéralisme. Sans ça, l'ultralibéralisme aurait explosé. Et Friedrich Hayek, dont je parle, qui est un des grands penseurs de l'ultralibéralisme, le disait. Il le conseillait aux plus puissants qui voulaient l'ultralibéralisme. Il leur disait, gardez toujours un filet de protection sociale, ça empêche les miséreux de se révolter et de renverser le système. Pas bête. Pas bête, hein. Quand on parle de dépenses publiques, à 56% du PIB, parce qu'on va oublier la crise Covid qui est une folie. Friedman disait, pour avoir une société libérale, il ne faut pas dépasser 10 à 15% de dépenses publiques. Alors, avec 200, donc en France, ça voudrait dire que vous avez 250 milliards pour payer l'école, l'armée, la police, la justice, le gouvernement, la protection sociale. En fait, est-ce qu'il n'envisageait pas juste un gouvernement régalien qui gère juste monnaie, justice, police, défense Sans doute, ce qui veut dire qu'en fait, les pauvres, tous ceux qui sont dans les 30% ou 40% les plus pauvres, n'ont pas le droit à l'instruction publique ou une instruction publique de très mauvaise qualité, ne vont pas pouvoir se soigner, il n'y aura pas de retraite, donc tout ça est possible. Mais c'est un monde quand même extrêmement dur. Je reviens juste sur une chose, sur la fake news des 56% de dépenses publiques en France. Ça vous donne l'impression qu'il y a 56% de dépenses publiques, 44% de dépenses privées. Alors c'est une fake news complète. Pourquoi ? Alors déjà, dans les 56% de dépenses publiques, il y a 6%, ce sont les chiffres d'affaires, les valeurs ajoutées des entreprises publiques que sont encore EDF en partie, la SNCF, etc. Donc on voit que c'est de la dépense publique, alors qu'en fait, c'est quand vous payez vos billets de train, c'est considéré comme, alors que c'est un chiffre d'affaires, comme une dépense privée. Donc on arrive à 50%. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 200% de dépenses privées par rapport au PIB. Et en fait, donc la dépense publique, c'est 20-25% plutôt 20% même, de la dépense totale. Et d'ailleurs, vous retrouvez complètement vos petits, puisqu'il y a 5 millions de fonctionnaires sur 25 millions de salariés, soit 20%. Parce qu'en fait, c'est comme si vous compariez le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée d'une entreprise. Vous avez donc une valeur ajoutée d'une entreprise de 20 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Et vous comparez ces 20 millions aux 100 millions. Voilà, donc il y a une faute en fait. La dépense, c'est comme un chiffre d'affaires, alors que le PIB, c'est comme une valeur ajoutée. Non, la dépense privée correspond à 80% de la dépense en France. Et c'est tant mieux. Les impôts sont déjà trop élevés parce qu'il n'y a pas assez de création de richesse. Mais ça, c'est faux, effectivement. Question d'ordre un peu plus politique, philosophique. Vous dites que l'ultralibéralisme, à force, devient un frein à la démocratie. Oui, parce que... Alors, l'ultralibéralisme, en fait, c'est la capacité, c'est la liberté économique partout, sans frein ni contrainte. Donc les plus puissants peuvent ensuite dévorer tous les autres. C'est ce qui est en train de se passer. On voit des milliardaires qui avaient une fortune qui a été multipliée par 5 les 10 dernières années, tous les milliardaires français, et encore par 5 sur les 20 années d'avant. Donc les milliards, les puissances augmentent sans arrêt. Il y a des multinationales qui ont aussi une puissance économique absolument gigantesque, qui deviennent même parfois, pour certaines, plus puissantes que les États. On pense aux GAFAM. Et leur puissance économique est gigantesque parce qu'ils ont des milliards de chiffres d'affaires, ils ont des dizaines de milliards de chiffres d'affaires, voire pour certains des dizaines de milliards de résultats, avec des résultats extrêmement récurrents. Et ça, c'est la mondialisation économique et l'ultralibéralisme qui a permis de faire émerger ça. Ensuite, ces gens-là, une fois qu'ils sont devenus extrêmement puissants, ont racheté des médias. Donc, puissance médiatique. On sait qu'en France, il y a 9 milliardaires qui possèdent 90% des médias. Mais c'est vrai dans tous les grands pays occidentaux. Il y a eu une évolution, rien n'est figé. Les choses ont changé en 20 ans. Ah oui, complètement. Et ça n'arrête pas. Et ensuite, maintenant, ça a encore changé depuis l'élection présidentielle de 2017. On a vu Macron avait toutes les unes de la presse et tous les médias mainstream et notamment privés le présentaient comme un génie qui allait apporter le bonheur et la prospérité au peuple français. Et recevoir le président de Facebook
dont j'ai oublié le nom, Oui. le recevoir comme un chef d'État. Zuckerberg. Exactement. Voilà, ce sont des choses où les gens de BlackRock. Donc il y a une puissance incroyable qui rejaillit, donc qui est économique, qui devient médiatique et même maintenant qui s'allie le pouvoir politique. D'ailleurs, il y a une collusion. Il y a une collusion. D'ailleurs, quand Édouard Philippe, le Premier ministre français, la première chose qu'il fait quand il part du gouvernement, en fait, prend un ticket chez Atos au conseil d'administration. Donc on lui donne 45 000 € pour qu'il aille à 10 conseils d'administration par an. Qui n'aimerait pas cela? En fait, 44 000 € par mois pour aller à des conseils d'administration de 1h30, 2 heures. Voilà. Donc, en fait, il y a une collusion de plus en plus forte et ces puissances économiques sont en train de prendre, en fait, clairement le pouvoir. Ces puissances économiques avec leurs alliés politiques, tels que notre président Macron, ont peur, dites-vous, de perdre leurs privilèges. Mais pourquoi ont-ils peur? Parce qu'aujourd'hui, tout va dans leur sens, semble-t-il. Tout va dans leur sens. D'ailleurs, par exemple, le plan de relance de l'Union européenne, c'est essentiellement un plan de relance des marchés financiers. Il y a eu 2 000 milliards d'euros investis dans les marchés financiers, ce qui fait que ces gens ultra riches, en fait, maintenant, puisque l'argent public sert à acheter des obligations, soit publiques, soit privées, ils peuvent emprunter grâce à ça à taux négatif dans les marchés financiers. Bernard Arnault, LVMH arrivent à certains moments à emprunter à taux négatif, on les paye pour emprunter, en fait. Bien sûr que tout va bien pour le mieux. Mais cependant, en fait, la politique qui est menée, c'est un échec complet. Les Français le voient bien, les Français sont dans une grande colère par rapport à ça. Les Français le voient bien, on voit quand même que le président actuel est en tête des sondages. Oui, il a 25% effectivement de gens qui défendent l'oligarchie, qui défendront et qui sont conformés. 25% qui défendent 1%. Oui, d'une certaine manière, vous avez raison, tout à fait. Mais c'est les 25% qui forment un bloc, en fait, minoritaire, mais un bloc contre une partie du reste de la population. Après, tout est hétérogène, effectivement. Mais il y a quand même une grande colère du peuple français. Elle s'est exprimée d'ailleurs au niveau des Gilets jaunes et qui était soutenue par 80%, qui disaient cette politique économique et cette politique tout court ne va pas. Il y a eu une grande colère aussi d'une partie de la population, certes pas encore majoritaire, mais importante, contre la politique qui a été menée pendant le Covid. Et le peuple s'est rendu compte qu'il y a une incompétence et une arrogance des élites. Mais moi, je vous le dis, mais Klaus Schwab le dit aussi dans la grande réinitialisation, il dit « la mondialisation économique est une catastrophe, le peuple l'a compris, le peuple est en colère ». Voilà, donc il dit la même chose. Et les élites le savent. À quoi sont prêtes ces élites justement pour défendre ces privilèges qui sont les siens? Alors déjà, elles ne peuvent rien faire par elles-mêmes parce qu'elles ont lié leur destin à l'Union européenne, elles ne peuvent pas sortir de l'Union européenne, elles ne vont pas changer de système, donc elles sont en sécession contre le peuple qu'elles méprisent. Donc à quoi elles sont prêtes? Ce qu'on voit, c'est que pour ne pas perdre leurs privilèges, en fait, elles sont en train de mettre en place tout un tas d'instruments de surveillance et de contrôle qu'elles n'utilisent pas à plein, mais qui sont en train d'être prises en place. Donc c'est le pass sanitaire sur les loisirs, c'est l'euro numérique qui est en train de mettre en place, qui pourra remplacer le cash et où tout sera traçable pour les achats. C'est l'identifiant numérique sur Internet qui est en train d'être mis en place, qui permettra de savoir exactement ce que vous faites sur Internet, ce que fait tout opposant politique aussi sur Internet. C'est la carte d'identité numérique où, chose extraordinaire quand même, le visage de chaque Français dans les nouvelles cartes d'identité sont stockés sur une puce de façon biométrique, ce qui vous permettra de vous faire reconnaître par de l'intelligence artificielle. C'est le but. Et aussi, comme si les Français étaient des criminels, en fait, les empreintes digitales sont stockées. Avant, on ne stockait que les empreintes digitales des criminels. Maintenant, chaque Français est un criminel en puissance. Ces empreintes sont sur la puce et peuvent être envoyées partout. Donc on voit qu'avec tous ces outils-là, en fait, les politiques sont en train de prendre tous les outils de surveillance sur vos achats avec l'euro numérique, sur Internet avec l'identifiant numérique, dans la vie réelle avec la carte d'identité numérique et avec le pass sanitaire dans les loisirs. Donc tous ces outils de surveillance peuvent permettre de tuer socialement un opposant politique s'ils en avaient besoin. Et donc, ils ont pris toutes ces garanties-là en vous déconnectant d'Internet, de vos achats et de vos loisirs, quoi. Et d'ailleurs, il y a un rapport du Sénat que j'encourage à aller voir sur le crédit social chinois, parce que ça, c'est le crédit social chinois, surveiller pour punir ou récompenser les bons élèves. Il y a un rapport du Sénat qui montre que les sénateurs trouvent ça intéressant, le crédit social chinois.
Ils disent pas, c'est le monde de 1984 que vous êtes en train de faire. C'est horrible. Non, face à une jeune universitaire française qui leur explique cela, ils trouvent ça intéressant. Et le dernier, un sénateur LR, Monsieur Hugonnet, explique à la fin qu'en fait, le crédit social chinois arrivera en France, on peut rien y faire. Et donc, il y a vraiment un danger sur la démocratie avec une tyrannie qui se met en place et une possibilité de tyrannie pour préserver les privilèges. Comment sortir du capitalisme du désastre? Vous formulez quelques pistes de réflexion, Philippe Murer, qu'on évoque tout de suite après la pause. Avant d'évoquer les pistes que propose Philippe Murer pour sortir de ce capitalisme du désastre, Philippe Murer, vous évoquez un phénomène qui frappe la France depuis une dizaine d'années, c'est celui de la tiers-mondisation. Ça se formalise comment? Alors, si on regarde, en fait, l'économie française, tout simplement, on voit que l'économie française est une économie où l'industrie est en train d'être détruite et où les gouvernements disent qu'il faut développer le tourisme et ils développent les petits jobs précaires. Ça, c'est le portrait typique, en fait, d'une économie du tiers-monde. C'est ce que nous a proposé Jacques Attali dans sa commission dite de libéralisation de l'économie, commandée par Nicolas Sarkozy et présidée par qui? Par Emmanuel Macron. C'est vrai, mais je n'avais pas pensé à faire le rapprochement, mais effectivement, c'est ce portrait robot-là. Et c'est le portrait robot d'un pays du tiers-monde. Mais il n'y a pas que la France. L'Italie, beaucoup de pays sont dans cette voie-là. Tourisme et ubérisation. Enfin, le tourisme, on a toujours été, nous, la France, le premier pays touristique au monde. C'est pas si révélateur d'une tiers-mondisation. Disons que oui, mais on avait une industrie forte et on avait un tourisme plus faible. Là, on a le tourisme qui pèse de plus en plus, l'industrie qui pèse de moins en moins et qui est la clé de la prospérité. Et donc, c'est cette façon d'être. C'est-à-dire si on regarde, on a l'industrie qui est en pleine déroute, en France comme dans les autres pays occidentaux. L'agriculture qui est en déroute, où on est maintenant en déficit commercial agricole si on enlève le produit de luxe qu'est le vin. Alors qu'avant, on avait des excédents très importants. Le fromage. Voilà, le vin, et effectivement, vous avez raison, le fromage, mais qui pèse moins. Mais de toute manière, ça, c'est des statistiques, mais c'est ce qu'on voit dans nos étals, où on voit de moins en moins de produits agricoles français, de fruits et de légumes. On est à peine maintenant à 40 ou 50% de fruits et légumes français. On a des services publics, un atout de la France, qui sont en pleine déroute. Or, ces services publics, c'était vraiment un atout de la France, on le disait il y a 20 ou 30 ans, qui permettait d'avoir des services publics de qualité et peu chers. L'électricité, par exemple, maintenant, elle est 70% plus chère maintenant qu'elle a été privatisée. Alors que ça n'a rien à voir avec les coûts de production. On a une dette publique qui a explosé aussi, de 7% en 1973 à 120% du PIB. On a un chômage très élevé. On a des salariés qui sont en hyperstress. Pour 6 millions de salariés, on a 12% de salariés on a pris en burn-out, c'est-à-dire en détresse psychologique grave, parce que ce système économique est tellement malade qu'il rend les gens malades. On a un niveau de vie qui monte d'après le gouvernement, mais les gilets jaunes nous disent qu'il baisse. Et il y a certains bouquins, par exemple le bouquin de Philippe Perlin, qui est pas mal fait dessus, pouvoir d'achat, sur le pouvoir d'achat, qui montre que le niveau de vie baisse. 60 millions de consommateurs, refait les calculs d'ailleurs, et montre que le niveau de vie a baissé entre 2009 et 2014 de 4%. Donc on a une 10% France... depuis 2000. 10% de baisse de pouvoir d'achat depuis 2000, c'est ce qu'explique Philippe Perlin quand on l'avait reçu. Oui, alors je ne sais pas si le chiffre est parfaitement ça, mais ça donne un ordre de grandeur. On a des baisses de pouvoir d'achat et c'est ce que disent les Gilets jaunes. Et c'est parce que l'INSEE prend très peu l'immobilier en compte, alors que l'immobilier, les loyers sont une part importante de nos dépenses, effectivement, et les loyers, le prix de l'immobilier a explosé. Donc sur l'ubérisation, vous dites c'est le travail, le retour au travail à la tâche comme au 19e siècle. Ces gens qui sont dans cette économie ont les inconvénients à la fois du patron et du salarié. Exactement. C'est-à-dire qu'ils sont auto-entrepreneurs, donc ils ont la précarité, ils ne savent pas quels revenus ils auront à la fin du mois. Ils ont très peu de protection sociale aussi, donc c'est un peu les inconvénients de certains pour les petits entrepreneurs. Mais ils n'en ont pas les fruits non plus, puisqu'ils ont des petits salaires, qu'ils n'ont pas de garantie non plus. Ils ont tous les inconvénients des deux côtés. Effectivement, on pense aux livreurs à vélo, par exemple, qui ont un métier pénible, de pédaler dans Paris, dangereux de pédaler dans la circulation et complètement précaire. Ils sont à quelques euros de l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont bien en dessous du SMIC. Et c'est quand même quelque chose d'assez incroyable et ça ressemble effectivement au 19e siècle où en fait les ouvriers restaient chez eux, ils avaient du travail à la tâche à faire et s'il y avait du travail on leur donnait, sinon en fait ils pouvaient mourir de faim si on leur donnait
pas ce travail. Donc on est dans ce retour à cette économie-là, une économie assez barbare, mais c'est la liberté économique avant tout, quoi. Alors on nous bassine depuis quelques années, avec le problème environnemental. Vous expliquez, voilà, les ultralibéraux expliquent que le capitalisme nous permettra, avec l'innovation, de toujours nous en sortir. Pourquoi vous n'y croyez pas ? Alors, oui, on peut s'en sortir par l'innovation et par différents moyens, mais pas dans les conditions des ultralibéraux. Déjà, l'écologie mondialiste, la COP26, la 26e COP, par exemple, sur le climat, ça fait 26 ans qu'on nous dit, dans 2 ans, on baisse les émissions de CO2 drastiquement. Qu'est-ce qui s'est passé en 26 ans ? 26 ans de suite, on a augmenté les émissions de CO2. Donc on se retrouve à plus 50% d'émissions de CO2. Voilà. C'est le bilan des COP et de ces grandes réunions. C'est totalement inefficace pour tout un tas de raisons, clairement. Et il faut, de toute manière, faire de l'écologie de façon sérieuse. Ça implique de ne pas avoir du dumping environnemental. Parce qu'on est dans une mondialisation économique où on n'ose pas augmenter les coûts d'une entreprise de 1%, même si ça permet de résoudre un problème environnemental important. Parce que pour 1%, en fait, ce qui est un résultat net important, l'entreprise va se délocaliser. Donc il y a du dumping environnemental. Sans compter, évidemment, les échanges de marchandises sur toute la planète, sur des milliers de kilomètres, qui ne sont absolument pas bonne pour l'environnement et pour l'écologie. Et puis c'est aussi le fait que l'agriculture, sous la pression du libre-échange, je pense qu'en vacances, si vous allez de temps en temps en France, dans les campagnes françaises, vous voyez que dans le Gers maintenant, en fait, la dernière fois je suis allé à la campagne, un paysan du coin me disait avant il y avait 65 paysans dans la commune, il y a une trentaine d'années. Maintenant il n'y en a plus que 2. Et en fait, avec des champs gigantesques qui sont de la taille de la colline, des champs de tournesol, donc c'est en train de détruire les paysages, mais c'est aussi, bien entendu, très mauvais. Ces monocultures hyper intensives, c'est très très mauvais pour l'environnement, parce que ça veut dire développement exponentiel des parasites, au lieu d'avoir une diversité de champs, etc. Et donc plus de pesticides, et donc c'est extrêmement mauvais pour la terre. Disparition de 80% des insectes, d'un tiers des oiseaux, et même nos terres arables, en fait, d'après pas mal d'ingénieurs agricoles, agronomes, sont en train le pourcentage de terres arables est en train de baisser. On mange du sol petit à petit. Vous dites qu'on a perdu 80% d'espèces d'insectes en combien de temps ? En 40 ans, quoi. On a perdu ça. Et un tiers des oiseaux en 25 ans, ça c'est aussi le CNRS qui le dit. Donc c'est vrai que c'est tout à fait inquiétant. Il y a le problème effectivement du CO2 et de l'énergie, même si tout le monde n'est pas d'accord dessus, du climat, où on ne gère rien. Donc, on a un désastre écologique en préparation. Et surtout, comme l'État ne peut pas intervenir dessus, puisque l'État doit être minimum et ne doit pas intervenir. Alors, ils interviennent par des petites choses, mais il n'y a pas de grande direction et de planification écologique, eh bien, on n'arrive à rien faire. Il faut quand même penser que le général de Gaulle, il a laissé un outil étatique, il avait lancé le nucléaire. En 15 ans, en fait, on a réussi à passer d'une électricité essentiellement fossile à une électricité où il y avait pratiquement plus de fossiles en France. Donc voilà, on a fait un énorme travail qui a été d'ailleurs très productif et très gagnant pour les Français en termes d'emploi, en termes de richesse créée et aussi en termes d'émissions de CO2, même si ce n'était pas le but à l'époque. Et on pouvait faire un travail génial avec l'État stratège et la planification. Ça ne veut pas dire que c'est étatique, c'est l'État d'un côté, les entreprises privées qui travaillent de concert. Terminons donc cet entretien, Philippe Murer, par les pistes que vous proposez pour sortir de ce capitalisme. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, une sortie de l'Union européenne et de l'euro est un préalable pour réindustrialiser notre pays. L'industrie étant, comme vous l'avez dit, la force motrice du niveau de vie d'un pays. Vous évoquez aussi le fait qu'il faudra revenir à un système où la Banque de France travaillera main dans la main avec l'État. Main dans la main, oui, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en fait... Alors main dans la main, vous ne le dites pas, mais travaillera avec l'État. Avec l'État, tout à fait. Parce qu'il y a quand même une certaine indépendance, un minimum. C'est le chef président de la République qui va nommer le directeur de la Banque de France, mais après, avec des missions, mais il y a quand même une certaine indépendance. Oui, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que la financiarisation est en train de créer une prédation sur l'économie. Très clairement. On le voit dans les grandes entreprises privées de différentes manières. Mais aussi sur toute la société. Alors, première chose, la Banque de France, en fait, doit pouvoir reprêter à l'État. Parce que juste le fait qu'on permette de prêter à l'État par la Banque de France, ça fait que l'État, en fait, n'est plus dépendant des marchés financiers. In fine, il n'aura pas besoin d'y aller. Même si aujourd'hui, on emprunte à des taux ridicules.
On emprunte à des taux ridicules par tout un tas d'artifices qui sont malsains d'achat d'argent public par la BCE. Mais qui nous ont conduits dans le mur. Ouais. Et qui vont nous conduire dans le mur. Mais ce que je veux dire, c'est mais quand même, l'État est obligé d'emprunter et de passer par les marchés financiers. Ce qui est important, c'est que l'État puisse ne pas le faire s'il en a besoin. Ce qui veut dire qu'il n'est plus sous la tutelle des marchés financiers. Retour à une régulation et une planification de l'économie comme lors du septennat, enfin des 2 mandats présidentiels de Charles de Gaulle, avec une fin du libre-échange que de Gaulle avait toutefois accepté lors du traité de Rome. Enfin, lui, il n'était pas là au traité de Rome. D'ailleurs, il n'a eu de cesse de revenir. Il trouvait que le traité de Rome, qui instituait une Union européenne à l'époque qui avait trop de pouvoir sur les... en tout cas, on lui supposait trop de pouvoir au niveau économique, c'est quelque chose qui ne lui plaisait pas, très clairement. Et c'est pour ça la politique de la chaise vide, tout cela en découle, et le fait que la France ait toujours le dernier mot sur l'Union européenne avec un droit de veto pour la France et tous les autres pays. Mais planification. Mais disons que ce n'était pas la même chose. À l'époque, il y avait énormément de barrières douanières, il y avait des droits de douane assez élevés, et Charles de Gaulle voulait un libre-échange, enfin aller vers moins de droits de douane au niveau européen, déjà, et entre pays équivalents. Allemagne, Italie, Benelux, etc. Donc on était sur des pays de niveau de vie équivalent. Donc ça se conçoit. Maintenant, en fait, on a des droits de douane à zéro, pratiquement, avec le monde entier. Et donc avec des pays dont les salaires sont très très bas. Donc on est sur autre chose. De toute manière, tant qu'on reste dans le libre-échange total, on ne peut pas développer notre industrie qui va partir forcément vers les pays à bas coût et vers la Chine. Donc il faut du protectionnisme intelligent. Au niveau de la finance, vous proposez que des banques publiques pour casser un certain oligopole bancaire. Ça veut dire quoi ? Effectivement, on sent qu'il n'y a pas assez de banques en fait. Donc on a 4 ou 5 groupes bancaires français. Avant, il y en avait une pléthore. Il y avait une pléthore. Et d'ailleurs, il y a 2 banques, Crédit Agricole et le Crédit Lyonnais, LCL, qui sont d'ailleurs le même groupe bancaire. Donc on n'a pas assez de banques. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un certain oligopole et ils tiennent quand même le marché. Donc, avoir une banque publique ou 2 banques publiques, ça serait une bonne chose pour augmenter la concurrence et avoir un instrument aux mains de l'État pour aller prêter à l'économie réelle et aux petites et moyennes entreprises. Mais il y a un instrument qui est beaucoup mieux, en fait, encore, qui est encore plus puissant qu'il faut mettre, c'est-à-dire qu'il faut que la Banque de France oriente le crédit. C'est-à-dire que le crédit, les prêts des banques ne doivent pas aller à la spéculation. Les prêts des banques doivent aller principalement à l'économie réelle. Donc, il y aura des coefficients de réserve obligatoires qui feront que les banques devront dépenser beaucoup de fonds propres comptablement. Si elles vont dans les marchés financiers, elles peuvent le faire, mais elles dépenseront beaucoup de fonds propres et beaucoup moins de fonds propres si elles prêtent à l'économie réelle, aux entreprises, en développant l'emploi. Donc à partir de ce moment-là, ça dirige l'argent. Vous voyez, c'est un outil hyper simple et pas du tout violent pour diriger l'argent vers l'économie réelle, les entreprises et non les marchés financiers. De nombreux films ont évoqué ce problème, le fait que des robots puissent devenir un danger pour l'homme. On l'a vu dans Terminator, dans Matrix. Comment éviter un tel danger ? Alors le danger pour l'homme, aujourd'hui, la robotisation, d'ailleurs, il est envoyé un peu subtilement dans pas mal d'articles de presse, c'est que les robots remplacent l'homme et piquent 20 ou 30% des emplois. Et c'est un vrai sujet. Comment on régule la robotisation ? Parce que si on laisse la robotisation faire, on va avoir des magasins sans personnel, sans plus personne. Donc c'est pas une bonne chose. On va avoir une déshumanisation progressive de l'économie. Et à la fois plein d'emplois qui vont être détruits. Il y a quand même 200 000 emplois de caissières. Si on détruit 200 000 emplois de caissières, ça ne va pas être une bonne chose pour elles. Mais c'est un métier extrêmement dur, caissière. Est-ce que c'est pas... Oui, mais c'est mieux que ce qu'elle... Enfin, c'est pas un métier si dur que ça, mais surtout, sinon, elles vont rester à la maison, elles n'auront pas de travail. Et en plus, les gens seront dans les magasins avec que des robots. Donc ça sera quelque chose d'extrêmement glaçant. Klaus Schwab, d'ailleurs, dans le Great Reset, explique que les bars avec des robots qui servent, c'est un avenir tout à fait intéressant. Non, je pense qu'on ne peut pas accepter ça. La robotisation, oui, dans l'industrie et sans aucune réserve. Je veux dire, parce qu'on doit être compétitif par rapport au monde entier dans les biens industriels, évidemment. Mais par contre, pas de robotisation dans les services, sinon on va tout déshumaniser et ça va poser un problème majeur. 2 choses que vous proposez, et on terminera là-dessus parce que ça me semble fondamental. Casser la course au gigantisme et mettre en place la participation.
D'accord. Alors, la course au gigantisme, effectivement, est liée au libre-échange. Je l'avais expliqué sur les champs tout à l'heure des agriculteurs. Les champs deviennent géants parce qu'il faut produire toujours moins cher. Donc, casser cette course au gigantisme, ça passe par un certain protectionnisme et remettre des lois aussi au niveau des cessions de terres, bien entendu, en France, pour justement diversifier augmenter le nombre d'agriculteurs et diversifier. Ça, c'est la première chose. Mais je propose des idées comme ça dans le livre. Par exemple, j'en propose une. C'est vrai qu'on a une uniformisation d'ailleurs dans le monde entier, mais aussi en France, avec des chaînes de magasins, des groupes qui contrôlent des chaînes de magasins, et tout est uniformisé. Toutes les vitrines sont faites de la même manière dans toutes les villes. Donc je proposais, pourquoi pas, favoriser les petits commerces vraiment multimarques, qui sont plus intéressants et qui empêchent cette uniformisation et proposent beaucoup plus de choix, en mettant un taux différent, une taxation légèrement différente entre des grandes boutiques et des petites boutiques. De la même manière, les laboratoires d'analyse médicale sont en train de se concentrer de façon folle. Moi, je préfère qu'il y ait 1000 petits patrons de laboratoires d'analyse médicale en France, plutôt qu'il y ait un seul patron qui détienne, ou 3 patrons qui détiennent l'ensemble des laboratoires d'analyse médicale. C'est beaucoup plus sain, ça permet d'avoir une richesse, une responsabilité qui est beaucoup plus diluée. On va terminer en parlant d'Éric Zemmour, forcément. Sortir de ce capitalisme du désastre, est-ce que ça passe, comme il le propose, par le fait d'arrêter l'immigration ? Alors, l'immigration n'a pas un bon effet sur l'économie française. 450 000 entrées légales en 2019. Oui, l'immigration n'a pas un effet formidable sur l'économie française, très clairement. En plus, c'est une immigration qui est une partie de travail, mais une partie importante de l'immigration qui ne vient pas pour travailler, donc ça coûte en termes d'aide sociale, donc ça n'a pas un effet. Après, c'est pas l'immigration qui détruit l'économie française. Très clairement. C'est plutôt l'Union européenne, l'ultralibéralisme, donc ça passe par autre chose que de se battre contre l'immigration pour mettre en place l'économie française. En plus, je vais vous dire, si on se bat pour arrêter les flux d'immigration, pour avoir une assimilation, ça sera 10 fois plus simple d'avoir ce programme-là et de le réussir sans arriver à un éclatement ou quelque chose de très violent en France, un affrontement, si en même temps vous faites monter le nombre d'emplois, vous avez une économie qui se développe, et une économie qui devient un petit peu plus généreuse pour les salariés. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, vous avez une assimilation qui se fait beaucoup plus simplement par le travail. Et tout le monde a plutôt envie de s'assimiler dans un pays qui va bien, plutôt que dans un pays qui va mal. Est-ce que l'assimilation est encore possible avec des populations extra-européennes ? C'est une autre question, mais qu'on n'aura pas le temps de développer, parce que sinon, on n'en sortira jamais. Je rappelle que le titre de l'ouvrage de notre invité, « Sortir du capitalisme du désastre », est disponible sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci Philippe Murer. Merci beaucoup.